Bonjour à ceux qui sont venus, Deux. les durs à cuire, ceux qui tiennent toute la journée de l'Agile Tour. Donc on va essayer de faire une session de 45 minutes sur la stratégie du Product Owner. Donc qu'est-ce que j'essaye après Alexis donnera son point de vue. Moi ce qui m'intéresse dans le travail qu'on a fait avec Alexis, c'est de réflexion, de discussion, au café ou ailleurs. C'est des questions d'adaptation pour les product owners, pour les product managers, pour quiconque. Mais en tout cas, bon, pour nous, ce qui nous concerne vraiment aujourd'hui, c'est le product owner, voire le product manager. Des questions de prise de décision, d'accord? C'est ces questions-là qu'on va évoquer. Toi, Alexis, tu mets quoi en avant? Je vous parlerai de la prise de risque et de l'acceptation de l'incertitude. Je pensais d'abord dire bonjour, mais on va effectivement parler de stratégie aujourd'hui. Alors stratégie, c'est très risqué de notre part parce que c'est ambitieux évidemment, mais ça pourrait presque paraître prétentieux parce que vous savez tous ce que c'est que la stratégie. Vous avez tous utilisé ce mot-là. Vous l'avez entendu en tout cas aujourd'hui, pas mal de fois. Vous l'avez entendu hier, vous l'entendrez demain. Alors, il a été utilisé tout à l'heure fort à propos. Ça permet de faire le lien à ceux qui étaient là à la présentation de Luc juste avant. Quand Luc demande au patron, est-ce que tu renforces ta base client ou est-ce que tu innoves sur de l'innovation? Ça, c'est typiquement une décision de stratégie. Le mot stratégie, après, il est complètement spolié et phagocyté dans plein d'autres domaines. Celui-là était pertinent. On va se consacrer à ce genre d'exercice avec pour objectif aujourd'hui une sorte d'exercice théorique qui doit nous amener à un exercice de stratégie tous ensemble, une prise de décision. Je te laisse... Ouais, donc désolé, on essaie de vous impliquer après, donc ceux qui veulent dormir au chaud la fin de la journée, ce que je comprends, ce que je fais souvent dans votre cas, faites signe, faites attention, il y aura des questions à la fin, on sait jamais. Donc naturellement, on remercie les sponsors, sans qui cet événement n'aurait pas lieu. Je rajoute, c'est pas parce qu'ils sont sponsors qu'ils sont agiles, mais c'est pas grave. Et on pourrait se poser la même question à notre sujet, comme l'a évoqué Alexis. Qu'est-ce qui justifie ou qu'est-ce qui nous légitime, nous, enfin, toi, pour parler stratégie? Alors, pour les présentations, donc Alexis Beuve, je me présente à vous aujourd'hui comme éditeur. Je suis éditeur de livres, éditeur de livres de jeux. Alors, je vais vous éviter les analogies fumeuses, j'ai envie de dire les analogies à la con, hein, entre les jeux et nos projets, parce que c'est pas du tout de ça qu'on va parler. On va pas parler des jeux. On va parler des joueurs, et en particulier des joueurs que je côtoie au quotidien, qui sont des champions de très haut niveau, qui sont confrontés aux mêmes problèmes que vous, la prise de décision, lorsqu'on a quelques problèmes, comme par exemple des retards. Ok, alors ces champions dont tu parles, comment est-ce qu'ils abordent ces questions-là? Alors, bon, je ne vous parle pas de ma collection, hein, ce n'est pas une séance de pub, mais je travaille dans tous les grands classiques. Et en particulier, joueurs d'échecs, joueurs de Go, poker, backgammon, etc. Tous les grands classiques. Et il y a une constante parmi les joueurs de haut niveau, c'est leur raisonnement, leurs étapes du raisonnement stratégique. Elle est immuable, elle est toujours la même. Avant d'arriver à ces étapes, il y a quelques valeurs, comme tu disais. Oui. Tu as parlé d'adaptation. Toute stratégie est adaptative, c'est-à-dire que, par exemple, on ne demande pas à un joueur ou à un champion de tennis à Roland-Garros avant le match, alors quelle va être ta stratégie? Ça n'a pas de sens. Il a éventuellement un plan. Il a éventuellement quelques coups tactiques à sortir, mais la stratégie avant le match n'a pas de sens. La stratégie, c'est la réaction, l'adaptation à une situation qui est en général une situation qu'on n'avait pas prévue. Alors, je précise, on va démarrer avec tout le retour d'expérience d'Alexis là-dessus, mais ce qui m'intéresse, c'est qu'on puisse transposer ça à notre métier de product owner ou de product manager. Donc on ne va pas se cantonner effectivement à des situations d'échecs, de Go, etc. Gardez ça en tête. Donc déjà, on peut garder une chose en tête. Quand on croise des joueurs d'échecs, si on leur demande combien de coups ils prévoient à l'avance, moi par exemple, j'imaginais initialement qu'ils prévoyaient un nombre excessif de coups à l'avance. Et ils répondent quoi?
Vous avez une idée de cette question, à comment on évalue la force d'un joueur d'échecs? Lorsqu'on joue pas aux échecs, on a tendance à penser que c'est celui qui calcule le plus loin qui est meilleur. Alors Samuel Réti, qui est hongrois, a répondu à la question de façon univoque et définitive il y a 100 ans. Il a répondu à un journaliste: je calcule un seul coup à l'avance. Parce que la notion de coup n'a rien à voir avec la notion de calcul. C'est quelque chose qui fait beaucoup plus marcher l'intelligence et un processus qu'on va décrire maintenant. D'accord, mais déjà un premier point, moi ça me fait plaisir d'entendre que les champions qui mettent en place des stratégies aiment beaucoup l'incertitude. Enfin, c'est pas qu'ils l'aiment, c'est qu'ils savent. Ah, ils l'acceptent. Voilà, ils acceptent l'incertitude. Donc première chose, product owner ou product manager, c'est pas un mauvais signe qu'il y ait de l'incertitude. Adaptation, prise de risque, acceptation de l'incertitude et décision. Donc ça, c'est les 5 points, 5 étapes. J'ai envie de dire que c'est les valeurs du raisonnement stratégique, les valeurs. Il faut accepter l'incertitude, il ne faut pas la fuir. Et c'est pareil quand on est product owner, je pense, c'est pour ça qu'on a fait cette session et ce parallèle. Ok. Je vais vous présenter brièvement, afin qu'on les réutilise ensemble, les 5 étapes immuables de tous les champions, toutes disciplines confondues. C'est Garry Kasparov, on ne présente pas. L'identification d'un moment clé va déclencher un raisonnement stratégique et afin de ne pas faire d'abus et de ne pas faire la stratégie du matin au soir, les moments clés, il n'y en a pas tant que ça. C'est quoi un moment clé ? Il n'y en a pas tant que ça dans un projet, il n'y en a pas tant que ça dans une partie quelle qu'elle soit. Alors c'est quoi un moment clé ? C'est à moi de répondre. C'est quoi un moment clé ? Une réponse suffira comme ça. Attends, il y a Stéphane qui fait un regard super noir, il doit avoir une idée. Ah, Olivier ? Alors oui, c'est absolument vrai. Et pourquoi c'est un moment clé ? Qu'est-ce qui fait que c'est quoi une décision stratégique ? Olivier a dit c'est un moment où on doit prendre une décision. Pourquoi on n'en prend pas à chaque coup, les décisions stratégiques ? Pourquoi t'en prends pas une tous les matins en arrivant au boulot ? Peut-être un moment où il y a vraiment beaucoup d'incertitudes et où ça peut basculer d'un côté ou de l'autre. J'aurais pas dit mieux. Je pense qu'avec la bascule, c'est important. Le mot basculer est tout à fait pertinent. C'est-à-dire que vous allez donner à votre projet ou à la partie, ou Garry Kasparov va donner à la partie, une orientation sans retour possible. En clair, il va soit attaquer, soit consolider, pour faire très simple. Donc on prend une décision sur laquelle on ne pourra pas revenir. On ne pourra pas revenir. On va orienter avec des facteurs avant tout humains, parce que l'identification d'un moment clé est d'abord un ressenti. On n'a pas parlé d'évaluation calculatoire ici. Hein. Il le sent là qu'il y a un problème. Il le sent qu'il y a un imprévu, que la situation sur l'échiquier n'est pas celle qu'il a prévue. Malgré la tête qu'il fait là, il va gagner le match. Hein. Évidemment, c'est là-dessus qu'on travaille. Il va donner une orientation sans retour possible. Il va faire basculer la partie d'un sens ou dans un autre. Ok, ça, il y en a, ce que nous dit Alexis, ou ce qu'on observe, il y a 2, 3 moments clés, 4. Alors, j'aurais du mal à le prouver, mais de façon empirique, depuis 10 ans que je réfléchis à cette question, quel que soit le système, il n'y en a jamais moins de 2, et j'en ai jamais vu plus de 4. On va essayer de les placer après. D'accord ? On continue ? Peut-être la deuxième étape, parce que sinon on va être à la bourre à la fin. On accélère. Ok. L'évaluation de la position, justement, là je vais aller vite, elle est calculatoire, parce que toutes ces disciplines quand même méritent un petit peu de technique, hein, de la même façon qu'il y a de la technique dans la gestion de projet. On parlait des chiffres tout à l'heure. L'évaluation de position, retenez ça, on y reviendra par la pratique, se fait en général en 3 dimensions. Et là, les jeux ont bénéficié de l'expérience militaire. Et c'est pas vulgaire, hein, ça existe toujours. On évalue en 3 dimensions. La dimension matérielle, elle est évidente, mais aussi la dimension spatiale, on y reviendra. Pour un champ de bataille, c'est évident ce que c'est que la dimension spatiale. Et la dimension que vous attendez tous, parce que vous la vivez au quotidien, c'est la dimension temporelle. Et elle est beaucoup plus difficile à matérialiser, souvent. Et on va s'y attarder. Je dis à tous les gens qui me prennent des notes, ne prenez pas de notes, c'est pas nécessaire, vous avez tout en ligne sur le site d'Alexis. J'ai publié 150 pages à votre disposition. Écoutez, vous embêtez pas à prendre de notes. Il y a 150 pages publiées à votre disposition. Donc 3 dimensions. Évaluation de la position, matériel, spatial, temporel. Et on passe. C'est clair pour tout le monde. Ok. On essaiera de le mettre en œuvre après, hein, rassurez-vous.
L'analyse conjoncturelle, je vais aller encore plus vite, je vais faire l'impasse là, parce que l'analyse conjoncturelle en 2 mots, il s'agit de reconnaître dans quel système on se trouve. Et j'en dis pas plus pour l'instant. C'est l'objet d'un thème à part entière. Scénario d'exposition au risque. Voilà la question qui se pose. Il y a de l'incertitude. Hein. S'il avait calculé jusqu'au bout la combinaison gagnante, il n'y aurait aucune stratégie. Il déroulerait la combinaison gagnante. Si on sait comment terminer un projet, il n'y a pas de décision à prendre, on le termine, c'est tout. Là, il y a forcément de l'incertitude. Il va peut-être attaquer, donc générer une immense exposition au risque, parce qu'en général, ça commence par un sacrifice. Et cette exposition au risque, il va l'assumer en totale ou partielle incertitude. Les joueurs d'échecs parlent de brouillard, il y a du brouillard. Et j'y vais. Ok, alors je résume un peu ce que je comprends de ce que dit Alexis. On a les moments clés, on a l'évaluation de la position, on a une analyse conjoncturelle qui va nous dire si vous êtes dans telle situation ou telle autre situation, vous devriez faire ça. Faut-il augmenter les risques ou au contraire les diminuer? On va voir comment ça se traduit dans les faits après. Et le 5e et dernière étape, bon, c'est la plus simple. Celle-là, on a fait toute l'analyse. Ah bien là, quand il prend sa décision, après avoir achevé les 4 premières étapes, il a fait l'impasse sur aucune, sa décision, il est serein. Il n'a pas calculé la combinaison gagnante, il ne l'a pas, elle n'est pas possible à calculer. Et il sait qu'il est sain, soit de se lancer et de sacrifier 3 pièces sur le roc, soit au contraire, de consolider. Et j'ai pas envie de parler de jeu d'échecs, j'ai dit que j'évitais les amalgames. Ok, alors quand on discute de ça avec Alexis, évaluation de la position, donc spatiale, temporelle, matérielle, disons que je suis en retard. Aujourd'hui, on va se limiter à on est en retard. C'est le slide d'après. Je ne me rappelle plus. Oui. Parce que dans les projets IT, ou pas mal d'autres activités, de l'évaluation de position, on pourrait se dire je suis soit en retard, soit en avance, soit à l'équilibre. Hein. Et il y a des stratégies qui vont très loin sur tous les thèmes. Dans les projets, quand on fait l'évaluation, fréquemment, enfin je ne sais pas vous, on mesure qu'on est en retard. Ne serait-ce par exemple sur la dimension temporelle. Vous comprenez par exemple que souvent on pourrait être en retard. Alors pas toujours, mais souvent. C'est donc cette évaluation-là qui va nous intéresser. Vous êtes en retard sur une des dimensions, peu importe laquelle. C'est le temps qui vous manque, c'est les moyens qui vous manquent, c'est le résultat qui vous manque. Qu'est-ce que vous faites quand vous êtes en retard? Vous faites quoi? Vous prenez plus de risques ou vous jouez ceinture et bretelles et vous consolidez le projet? C'est une question. Voilà, par exemple, il nous a montré Kasparov. Ah, vous êtes Kasparov, vous êtes en retard. Qu'est-ce que vous faites? Ah, pardon? Allez, on a eu la bonne réponse. Non, ça dépend du contexte. Ça dépend. Ça dépend. Ça dépend. Et oui, parce que s'il y avait une réponse tout de suite, on aurait fini la presse en 15 minutes. Ça dépend. Et tout ce que vous avez vu avant, c'est connu, c'est documenté. À partir de là, on part d'une réflexion personnelle. Oui. Parce qu'un jour, je reçois, en avril 2009, au cours d'une itération... Alors, itération de quoi? Moi, je suis éditeur de livres de jeux. Et je fais des itérations aussi, parce qu'un manuscrit de 500 pages, c'est jamais bon du premier coup. Et donc, je reçois 2 manuscrits. Il y en a un qui circule là-haut, puis je reçois celui-là. Et il y a un champion de Go et un champion d'échecs. Je les reçois la même semaine. Le champion de Go me dit, alors c'est Dai Junfu, 8e dan, le grade a été inventé pour lui, il est champion de Chine, il est donné qu'aux champions de Chine ce grade. Il écrit en français, il est aussi champion d'Europe, etc. Il est avec nous en France. Et donc Dai Junfu écrit dans son manuscrit, vous semble-t-il naturel que lorsque vous êtes en retard, il faut augmenter les risques, compliquer la position, attaquer. Alors je dis très bien, super, c'est du Junfu, de toute façon, c'est... Donc attends, avec ma compréhension à moi, je suis champion de Go, je suis en retard. Tu attaques. J'attaque, ok, d'accord. J'ouvre le manuscrit d'échecs, et là le champion d'échecs, qui est Marc-Antoine Nguyen, écrit « Vous semble-t-il évident », c'était le seul mot qui changeait, « Vous semble-t-il évident que lorsque vous êtes en retard, il faut consolider ». L'inverse. Et ouais, alors là, d'abord, j'aime pas le mot évident et le mot logique. Je vais leur demander de le démontrer, parce que c'est passionnant. Et surtout, je suis assez interloqué. Forcément, ils ont raison chacun dans leur domaine.
Et je suis interloqué de trouver une telle disparité, une inversion complète de la décision stratégique dans deux jeux que moi-même j'estimais similaires. Donc là, on est en train de se dire, je suis en retard. Évaluation de la position, on est en retard. Analyse conjoncturelle, je suis champion d'échecs. Je consolide. Oui, et le joueur de Go attaque. Pourquoi? Est-ce que vous avez une idée? Parce que là, c'est la question que je me suis posée, je n'ai pas trouvé la réponse tout de suite. Pourquoi? Pourquoi une telle inversion? Il y aura du tempérament qui va intervenir. On va parler Je vous aide. des hommes, mais... Je vous aide. Vas-y. Champion de Go, tiens. Tiens, Fabrice. Tiens, Claude, je m'en fous, c'est des pions. C'est là, vous ne me le prenez pas, s'il vous plaît. Alors, tu dis rien de plus? Alors, pourquoi une telle inversion? Ça marche, ouais. Oui. Vas-y, continue. C'est de marquer des points. Voilà. De scorer. Ok. C'est exactement ça. C'est parfait. C'est-à-dire que aux échecs, tu me l'as piqué, mais j'en ai deux. Aux échecs, il y a une pièce qui a une valeur infinie. Cette pièce, si vous faites une analogie avec la gestion d'entreprise, c'est la trésorerie d'une entreprise. La trésorerie d'une entreprise, elle participe à la partie. Vous ne pouvez pas la planquer dans un coffre-fort. Et le roc aux échecs n'est pas un coffre-fort. Cette pièce participe à l'action. Vous êtes obligé de l'engager, de l'exposer. Mais vous n'avez pas le droit de la perdre. C'est un jeu de mort subite. Le jeu d'échecs est un jeu qui se joue en un point. Il est là. D'accord? Un jeu de mort subite va donner toutes les priorités au vecteur de la mort subite, trésorerie en entreprise, roi sur l'échiquier. Donc attends, je reprends juste ce qu'on disait tout à l'heure. Je suis en retard, mort subite. On va le faire, mais je sauve mon roi, quoi. C'est ça que tu me dis. Lorsqu'il y a un vecteur de mort subite dans un système quel qu'il soit, en retard, il faut consolider. Inversement, ces pierres-là, ces pierres de Go, valent un point. Je peux les investir. Je peux les sacrifier. Je peux sacrifier des groupes pour déformer l'adversaire. Ça se fait beaucoup. Et elles valent un point, j'en ai 200 à ma disposition. Et souvent, c'est très sain le sacrifice au Go. C'est un peu un système de trading, en fait. Donc, si je résume ce que je comprends, je fais une évaluation de la position, je suis en retard. On prend ce cas de figure-là, hein, parce que c'est à peu près ce qu'on trouve dans nos projets. Si je suis en système de mort subite, ma trésorerie, tout d'un coup, j'ai plus d'argent, c'est ça que tu es en train de me dire, ou ma boîte ferme, je dois consolider. Si je suis en système de comptage, je n'ai pas de risque sur la trésorerie, je dois attaquer. À ce moment-là, je me dis c'est fabuleux ce qu'on détient là, grâce à ces deux champions qui ne se sont pas concertés. Si je prends un système quel qu'il soit, et que je suis en retard, et que j'arrive à identifier dans quel système je suis, je sais que sereinement, soit je dois consolider, soit je dois attaquer ou compliquer ou investir. Alors attends. Je me repose la question comme tout à l'heure. Tu me reposes la question, je suis en retard. Je vais essayer de me projeter dans des boîtes que tout le monde connaît. On va prendre LinkedIn et Viadeo. Vas-y. LinkedIn... Attends, Viadeo, il est en retard sur LinkedIn. Ah, ça, on peut le dire, oui. Ouais. Bon, je ne les connais pas, hein, donc c'est un peu tendancieux, mais allez, il n'a pas de problème d'argent, donc il doit attaquer. Bon, c'est tendancieux. Non. C'est tendancieux, je vais plutôt parler... Ma petite structure, SmartView. Sans être tendancieux, si Viadeo n'a pas de problème de trésorerie et qu'ils sont en retard, ils ont intérêt à investir et à attaquer. S'ils ont des problèmes de trésorerie, et ça on ne le sait pas, ça les regarde, ils ont intérêt à renforcer leur base client. Ok. C'est assez schématique, mais on est tous les deux chefs d'entreprise. Hein, ma boîte a 10 ans l'année prochaine et toi, t'es pas mal aussi. Non, 13 ans. Donc justement, je vais essayer de le faire sur ma petite entreprise. Bon, on n'est pas leader, on n'est pas McKinsey, hein, tant pis. Bon, on a une trésorerie saine, tiens, ça retrouve les thèmes qu'utilisait Luc. On est sain, on est sauf, donc je suis toujours en système de comptage, donc j'attaque. Ok, ben c'est cool, j'attaque. Alors c'est quoi attaquer? Ben je débauche, par exemple. C'est une attaque. Je fais du marketing, je fais une nouvelle offre. C'est même une attaque très agressive. Ok, donc c'est clair.
Bon, là, on est plus au niveau du product manager que du product owner, d'ailleurs. Donc, j'attaque, mais... Alors voilà, c'est pas des échecs et c'est pas du jeu de Go, c'est plus compliqué que ça. Parce qu'à force d'investir, l'investissement, il a pour objectif d'en récupérer du cash sur le retour return on investment, et ça prend du temps. Et si le temps nécessaire au ROI se fait trop attendre, la trésorerie va être fragilisée. Ce qui fait qu'on va inverser, on va changer de système. Et c'est ce qui va s'appeler un système mixte. Il y a des systèmes qui commencent comme un jeu de Go, quand je suis en retard, j'attaque, et qui terminent comme une partie d'échecs. Quand je suis en retard, je consolide. C'est-à-dire que j'ai lancé trop d'offres, j'ai grillé ma trésorerie et j'ai changé de système de comptage, je suis passé en mort subite. Et voilà. Mais c'est super compliqué ça à gérer, non? Après, on peut plus le gérer là, ça devient trop complexe. Ça s'appelle un système mixte et il y en a un autre que vous connaissez tous, c'est le projet IT. Le projet IT, il est comme ça. La question que je pose, c'est que c'est super compliqué, on doit être un expert pour pouvoir gérer ce passage de système ou pas, non? Alors on fait appel à des experts. Ouais, faisons appel à des experts. Alors je vous avais présenté 2 champions, on va en appeler 3 autres d'un coup. On va appeler 3 enfants de 8 ans. On va observer très brièvement comment 3 enfants de 8 ans, alors vous et moi, parce que je pense que le Milborn, tout le monde y a joué, ou tout le monde connaît. C'est intéressant à 3. 3 enfants de 8 ans jouent au Milborn. Et au début, ils vont jouer de façon très individualiste. Ils vont scorer un max de points. Ce qu'ils veulent mettre, c'est des 200 et des coups fourrés. Et puis arrive un moment où l'un des 3 joueurs va atteindre un score qui le place à une manche de la victoire. Je rappelle que la partie joue en 5000 points et que la manche rapporte à peu près 1200 points en moyenne. Donc dès qu'un joueur va se retrouver à 1200 points des 5000, qu'est-ce qui va se passer? Je l'ai observé et puis je l'ai fait, et puis vous l'avez sans doute fait aussi. Il se passe invariablement la même chose. C'est l'homme à abattre, j'ai entendu. Et alors, Sylvain vient de dire c'est l'homme à abattre. Et donc, c'est l'enfant à abattre. Mais les 2 autres s'allient contre lui. Et ils ne vont plus avoir pour objectif de scorer, on sort du milieu du Go là, ils vont avoir pour but d'éviter la mort subite, de ne pas donner la dernière manche gagnante au joueur qui est en avance. C'est-à-dire qu'ils sont en retard, ils consolident. 3 enfants de 8 ans mesurent avec une justesse chirurgicale qu'à 3800 points de score pile, le système mixte du Milborn change et passe de comptage en mort subite. Il le mesure? Non, il mesure, il dit regarde, il est à un point il est à une manche de la victoire, il faut pas qu'il gagne. Ils le ressentent. Ils le ressentent. Parce que là, je vais faire un parallèle par exemple avec nos product owners. Donc si je suis product owner, que j'ai pas de problème de trésorerie, c'est-à-dire j'ai du budget où je suis l'unique projet de ma start-up par exemple. Alors, ben justement, si je suis en retard et je suis une start-up en mort subite, là on commence à... Ah ben voilà, là je peux appliquer ce que me dit Alexis. T'es quasiment mort là. Ouais, je consolide. En tout cas, je consolide. Je suis pas une start-up, je fais des projets, je suis product owner, j'attaque. Je fais des nouvelles fonctionnalités. Je tente des mises en œuvre technologiques qui n'ont jamais été tentées. C'est ça. Okay. Et là, finalement, ce que tu es en train de dire, Alexis, avec les enfants qui savent intuitivement basculer de système, on le retrouve chez les product owners. Pas tous. C'est bien là le problème. Alors, c'est réducteur les enfants parce que le Milborn est un système très simple. Ce qu'il faut retenir, c'est que les systèmes mixtes, c'est naturel pour des gamins. C'est qu'ils identifient les variations de tendance et en plus, ils prennent les bonnes décisions. Et je recommence avec mon parallèle sur les product owners. Vous avez des product owners qui sentent qu'ils ont cette bascule au début du projet. Au début du projet, si on démarre le projet, c'est qu'il y a quand même une trésorerie derrière. Enfin, ils sont en système de comptage, ils peuvent tenter plein de choses. Et tout d'un coup, il y en a qui sentent qu'on approche la fin du projet et qu'on est en train de changer de système. Alors, avant de passer à l'application d'un projet réel, on pourrait peut-être faire un petit exercice intermédiaire. Vous connaissez aussi le ping-pong? Tennis de table. On est en compétition, là, quand même. Ok, faisons un exercice. Tiens, on a raté l'enchaînement. Donc ça, c'est ce qu'on est en train de dire. Le système commence en comptage, c'est-à-dire que là, cette courbe mesure la variation de vos chances de gain si vous augmentez vos risques. Ouh là là. Eh oui, non mais c'est pas grave, je le réécrirai, vous le noterez. Il y a des moments clés, il y a des moments où si on fait rien, on va la perdre la partie. Et donc il faut augmenter les risques, il faut lâcher les chiens.
Et puis il y a un deuxième moment clé où on se rend compte que si on déconne, on va perdre la partie beaucoup plus vite qu'on ne l'imagine. On va passer au ping-pong, on y reviendra peut-être. Passons à la pratique. Vous êtes joueur de tennis de table, vous jouez en club, amateur, hein, parce qu'ils sont fous, les pros, ils attaquent tout le temps, donc ça ne marche pas. Donc vous aimez bien le ping-pong, le tennis de table. Question. Vous préférez être à 1-6, à 7-9 ou à 9-10? Alors réfléchissez 5 secondes, je vous redemande et vous levez la main, ceux qui préfèrent A, B ou C. Match en 11 points maintenant. Oui, hein. oui, pardon, match à 11 points le ping-pong. Vous êtes en finale, il y a un match en 3-7, il y a 2 sets partout, ça c'est le score dans le 3e set. Dans quelle situation Vous êtes en retard. vous sentez-vous le moins mal à l'aise? Oui, vous êtes en retard. 1, 6. Ah oui, Vous perdez 1, 6. Ça, t'es en retard dans les 3. Et on a décidé de se placer sur le cas où on est en retard. On a fait notre évaluation de position, on est en retard. Donc qui préfère être au A? Ouais, pas énorme, mais ça va. Qui préfère être au B? Ok. Peut-être un tout petit peu plus. Et qui préfère être au C? Bien, bien. C'est pas mal, c'est complètement divisé en 3 presque. Alors, si vous ne savez pas quoi faire de vos loisirs, ceux qui préfèrent être à 6-1 peuvent se mettre au go, ceux qui préfèrent être à 19 peuvent se mettre aux échecs. C'est là que le tempérament importe. Parce que quelqu'un qui raisonne en mort subite va très bien réagir à 19, alors qu'un trader va très bien réagir à 6-1 et va déployer de belles attaques. Donc vous avez compris l'analogie qui vient d'être faite par Alexis. Là, 1-6, on a encore de la trésorerie. Je suis encore en système de comptage. C'est ça? Je ne me trompe pas? Alors, on va le démontrer. Okay. On va le démontrer. D'abord, il n'y a pas de... Les 3 réponses sont bonnes ou... Ces trois situations sont équivalentes d'un certain point de vue, du point de vue de Blaise Pascal. C'est la question du problème des parties qui est resté ouvert, qui a été posé au XVe siècle et qu'il a résolu que 150 ans plus tard. Hein. Pascal nous dit que pour évaluer cette position, il ne faut pas se concentrer sur les points qui ont déjà été marqués, mais sur ceux qui restent à marquer. Et si on regarde ces 3 scores et qu'on les transforme par rapport à l'objectif de 11 points, par rapport à l'échéance, la release, le premier nous met à moins 10,5, le deuxième à moins 4,2 et le troisième à moins 2,1, ce qui, en proportionnalité, nous amène à une situation absolument équivalente, qu'on appelle une cote de 2 contre 1. C'est-à-dire que si vous pariez, si vous êtes extérieur à ce match, et que vous pariez sur ce match, si vous avez parié 100 €, votre joueur l'a mené, il n'a qu'une chance sur 3 de gagner dans les 3 situations, et on vous rendra le tiers de votre mise. Vous me suivez? D'un point de vue extérieur au match, ces situations sont équivalentes. Blaise Pascal résout le problème des parieurs, mais il ne résout pas le problème des joueurs, parce que les joueurs ont une décision à prendre. N'est-ce pas? On pourrait commencer à introduire On pourrait faire ça. Alors, on va dérouler très très vite. Je veux garder du temps pour la mise en pratique un peu plus IT. On a du temps encore. On va dérouler très très vite le processus de décision en 5 étapes, tous ensemble. Bon, c'est un moment clé dans les 3 cas. Hein, prenons-le pour acquis. Ok, c'est compris, ça, on est dans un moment clé. Vous êtes mené 6-1, vous dites là, il faut que je fasse quelque chose. Vous seriez incapable d'étayer ce raisonnement. Hein. Okay. Il faut que je fasse quelque chose. Évaluation de la position, on est en retard. On l'a vu dans tous les cas de figure. Ok? Analyse conjoncturelle, dans quel système nous plaçons-nous? Vous êtes en retard, donc vous allez soit prendre des risques, soit consolider. Mais comment savoir dans quel système je suis? Donc, comment on fait? je n'ai pas de mort subite, hein, 6 encore. Je suis en système de comptage. C'est vite dit. On pourrait, alors on pourrait soit le calculer, mais ça va être très pénible. Hein. On pourrait aussi le ressentir. Il y a une méthode pour ressentir ça. Appelons-la le delta one shift. On va shifter, on va faire varier le score d'un point dans 2 scénarios. Alors, je précise quelque chose. Précise. Un 6, on va dire que dans un 6, on a un système de comptage. On est encore loin des 11. C'est peut-être la valeur centrale qu'on va faire varier. C'est-à-dire un 6, c'est ce que tu as dit tout à l'heure, c'est des joueurs de Go qui ont aimé le 1-6.
Ils sont en système de comptage, ils n'aiment pas la mort subite. Ils l'ont ressenti tout de suite. Ouais. Bon, de toute façon, si je prends des risques, prise de risque pour un joueur amateur, le revers lifté décroisé, moi je le sors 2 fois sur 3. Mais pour battre mon adversaire dans cette situation-là, c'est peut-être la seule chose que je puisse faire. Alors je vais peut-être le sortir. En particulier, si je suis mené 1-6 et que ça rate, qu'est-ce qui se passe? Je vais être mené 1-7, j'ai envie de dire, so what? Donc on est d'accord, on est bien en système de comptage. On est en plein système de comptage. Ça ne change rien. Je peux sacrifier une pierre de Go sur un truc comme ça. Donc je suis en retard, je suis en système de comptage, je peux m'exposer au risque. Je peux tenter ton fameux revers lifté. Qui va sortir 2 fois sur 3, absolument. Ok, mais je peux. Je fais l'analogie avec le product owner. Je suis au début d'un projet, je suis en retard par exemple par rapport à ma concurrence directe, mais je suis au début d'un projet, j'ai pas de risque de trésorerie, j'ai du temps un peu. Je peux tenter des choses. Et donc là, il faut lâcher les coups, élargir le jeu. Je peux tenter le revers lifté. Comprenez la métaphore par rapport à mon produit. Ok, on passe dans l'autre cas extrême, la réponse C. Là, si tu fais ton revers lifté, tu as 2 chances sur 3 de perdre. C'est ridicule. C'est juste suicidaire. J'offre la partie à l'adversaire. Donc là, on est en système de mort subite. Si je fais shifter le score d'1 point, imaginons que je prenne des risques et que je perde. Ok, donc là... Ben c'est simple, hein, ça nous met à 11, c'est fini, j'ai perdu l'intégralité du match sur 1 point que j'ai offert à l'adversaire. C'est d'une stupidité suicidaire. Donc on l'avait dit, tu es en retard, mais tu es en système de mort subite. La solution, c'est consolider. Vous êtes product owner, c'est quoi la mort subite? Ben, je sais pas, c'est peut-être la release. C'est peut-être vous n'avez plus d'argent, c'est peut-être la release. Je dois sortir quelque chose là. Est-ce que je continue à tenter des choses ou est-ce que je consolide? Ok, donc là on est en train de dire on consolide. La solution plus ardue, c'est peut-être B là. C'est peut-être là qu'on va utiliser le Delta One Shift. C'est là que c'est. J'espère que ça va vous plaire parce que moi je trouve ça spectaculaire. Ça évite des calculs très compliqués. On va vraiment ressentir où on est sur la courbe. Vous êtes à 9-7. 7-9, oui. Vous êtes mené 9-7. Vous êtes à 7-9. Si jamais vous perdez le point suivant, le score nous amène à 10-7. Donc c'est ça le Delta One Shift. Le Delta One Shift, on change. Je voudrais ressentir où je suis sur ma courbe. Est-ce que je suis du côté gauche ou droite du point d'équilibre? Si je perds mon point, je passe à 17. Vous vous sentez comment mener 17? Mort. Il est mal. Mort. Mal. Alors presque mort, hein, sinon les matchs seraient en 10 points. Ouais, et là, la cote, elle vient de passer à 4 contre 1. Hein. Elle est passée de 2 contre 1 à 4 contre 1. On calcule tout de suite, ça. Hein. Ok, donc tu es en train de nous dire que, en fait, on est beaucoup plus près de la mort subite qu'on l'imagine. Voilà. C'est-à-dire que dès qu'on a passé le point d'équilibre, la courbe, vous l'avez vu tout à l'heure, elle descend de façon vertigineuse. Donc le Delta One Shift, c'est une façon de faire varier un paramètre. Un paramètre parmi les 3 dimensions. Et donc de ressentir bien mieux si finalement on est près du système de comptage ou près du système de la mort subite. Si je fais varier, il faut faire dans les deux sens. Hein. Raison, okay. Si je reviens à 8-9 grâce à mes prises de risque, ça a changé quoi dans le match? C'est mieux, évidemment c'est mieux. Mais l'avantage du 8-9 ne compense pas le problème du 17. C'est-à-dire qu'il y avait un piège, on n'est pas du tout à l'équilibre ici, on est déjà à droite. On est déjà dans un système de mort subite. Et ce que sous-entend Alexis, c'est que si finalement on vous avait proposé 8-6, là, en appliquant le Delta One Shift, on n'aurait rien vraiment ressenti. Et on est à un endroit important, on est à un point d'équilibre, c'est ce que tu viens de citer. Alors à 8-6, on peut le ressentir, on est à l'équilibre. Quelle est la bonne décision quand on est au point d'équilibre? Question. Alors qu'on est en retard. Donc on a dit retard, système de comptage, j'attaque. Retard, système de mort subite, je consolide. Je crois qu'ils l'ont compris là. Hein, À 8-6, bon, on va donner la réponse pour on passer aurait été l'exercice. très très emmerdé. Parce qu'à 8-6, il n'y a rien à gagner en augmentant, en augmentant les risques ou en consolidant. Il n'y a pas de bonne décision. Donc c'est une deuxième chose qui me fait plaisir, moi, c'est que mes product owners, ils sont des fois stressés par le qu'en dira-t-on. Donc on leur dit 2 choses. Déjà, on leur dit l'incertitude, c'est normal. S'il n'y a pas d'incertitude, c'est pas bon signe. La deuxième chose qu'on leur dit, c'est qu'il y a un moment où il n'y a pas de bonne décision. Ça me plaît. Et oui. Et là aussi, c'est comme ça qu'on fait des champions, parce qu'à ce moment-là, ils savent quoi faire. Alors on va essayer... Non, parce que ça voudrait dire qu'ils sont dans une... Il n'y a pas de bonne décision, ni mauvaise, ni bonne. Le mieux est peut-être de ne rien changer, d'accepter les choses telles qu'elles sont. Il n'y a aucune raison d'augmenter les risques, aucune raison de les diminuer non plus. Donc par exemple, là, si on reprend le schéma de tout à l'heure,
On a cette courbe où ici, on est en système de comptage. Là, on a une sorte de zone d'équilibre, pas 7-9, pensez 8-6, parce qu'on a vu avec le delta one shift qu'en fait, on était déjà un peu en mort subite ici. Dans un projet, on est déjà très près de la release. On aurait déjà dû commencer à consolider. Ou à continuer, enfin, non, à consolider, point. Et là, ici, on est déjà en mort subite. Alors, on est pas mal. On fait l'exercice, je ne sais pas pourquoi il y a un S là. On fait l'exercice. C'est pas moi. Alors, je vous demande de lire, s'il vous plaît. Vous levez le bras quand vous avez fini de lire. Levez le bras, comme ça je sais quand je change ou pas. Mais tu vas récapituler, Pablo, non? Non. Si? Non, non, vous avez lu. Je continue. On pourra y revenir hein, sur demande. On pourra y revenir sur demande. Toi, t'es un pervers, toi. Ok, alors vous avez lu le contexte, on va dire. Donc la release, moi, dont on a parlé, elle vise 1000 points de valeur. Alors, je ne rentre pas dans les débats sur la business value, est-ce qu'on peut la calculer comme on peut la calculer sur les features. Hop, j'évacue ce débat. En tout cas, il se trouve qu'on réussit à faire 1000 points de valeur. Enfin, qu'on réussit, que l'on vise. Parce que voilà, nous on est fin novembre, 8 itérations, on a 700 points de valeur. Vous avez vu, on est ici. Et je suis product owner, vous êtes product owner, vous animez le sprint planning et l'équipe vous demande qu'est-ce qu'on fait, hein, on s'expose au risque, on consolide. Qu'est-ce que vous faites? Pourquoi? Tu as fait les 5 étapes là si vite? Ah, c'est pas mal. C'est pas mal. Il a fait les 5 étapes si vite. Si on s'amuse à faire les 5 étapes, ça donne quoi? Est-ce un moment clé? Est-ce que chaque sprint planning est un moment clé? C'est nouveau, ça, ils l'ont pas eu à Paris celle-là. Alors, est-ce que chaque sprint planning est un moment clé? Souhaitez-vous réellement redonner une orientation différente sans retour arrière possible à chaque sprint planning? Luc n'était pas là au début de la session. Un moment clé, je le rappelle, c'est un moment où on prend une décision sur laquelle on ne pourra pas revenir dans la suite. Et Luc, en début, avant que tu n'arrives, j'ai cité l'exemple très pertinent de tes coefficients. Faut-il renforcer la base client ou investir sur l'innovation, qui était particulièrement... Je tenais à le dire parce que Luc participe et c'était très bien, ça faisait le lien. Donc vous avez déjà la réponse. Est-ce que tous les sprints sont des moments clés? Non. On s'est bien dit qu'il y avait 2, 3, voire 4 moments clés. Pourquoi celui-ci est un moment clé? Qu'est-ce qui se passe si on ne change rien? Là, on va dire qu'on estime qu'on est à un point où il faut qu'on prenne une décision. Qu'est-ce qui se passe si on n'en prend pas? Comme on disait avant, je déteste cette expression, on va dans le mur. Il faut qu'on accélère, on continue. Est-ce que vous avez repéré, si vous voulez, je vous remets le texte, deuxième étape du raisonnement stratégique, je suis product owner, est-ce que je suis à un moment clé? Oui, parce que là, je me rends compte qu'à 700, à la 8e itération, pour arriver à 1000, il faut que je prenne une décision. Il faut que je prenne une décision. On sent bien que on voit que si on continue comme ça ne marchera pas. Il faut que je prenne une décision. Deuxième étape. Évaluation. Alors, évaluez votre position matérielle, temporelle, spatiale. Qu'est-ce qui est matériel, temporel ou spatial là? Noël qui arrive, oui. Attends, remets sur l'autre. C'est celle-là? Non, qui voit le texte pour le temporel, matériel, spatial. Ah, excuse-moi. Il y a les deux. Il y a Noël qui arrive. Ouais, nous sommes fin novembre, c'est ça que tu dis. Ok. C'est tout à fait acceptable, ça. La question, c'est est-ce qu'on est en retard ou en avance? Évaluation de la position. Sur le plan spatial, sur le plan temporel, sur le plan matériel. Qu'est-ce qu'on mettrait sur le plan matériel? Qu'est-ce que c'est Alors, je suis désolé, le plan matériel, ça pourrait être... les êtres humains, hein, je suis désolé, comme le dit Alexis, ça fait 2 fois que je m'excuse. Comme le dit Alexis, c'est du vocabulaire militaire. Donc, les soldats, oui. Voilà, le fait que Noël approche, fait effectivement que notre dimension matérielle va peut-être un peu altérée par la période des fêtes.
On n'est pas bien, il reste combien? 10 minutes. On est bien là, non? Ouais. Alors, sur le plan matériel, votre équipe est jeune et dynamique. Pas de problème de retard. Une plateforme d'intégration continue, c'est quoi ça? C'est spatial, c'est matériel ou c'est temporel? C'est pas clair la plateforme d'intégration continue? C'est matériel, oui. On est tout à fait d'accord. Outsider sur le marché, mais pas leader, c'est quoi ça? Ouais, c'est spatial, on est d'accord. Ah, c'est l'occupation du marché. C'est l'occupation du marché, On est sur le champ de bataille économique là. Donc là, vous êtes en retard. Par contre, on s'est dit, tiens, outsider. Alors attention Pablo, on parle de la décision du product owner. C'est pas le product owner qui va aller attaquer le concurrent, c'est le patron de la boîte ou le product manager. C'est une autre session. Donc on l'évacue. Là, on est au niveau du product owner. Bon, effectivement. Le product owner a une équipe jeune et dynamique et une belle plateforme d'intégration continue. Sa dimension matérielle est en pleine forme. Et là, mais je vois, allez, grosso modo, si je calcule grosso modo, on va se dire qu'on fait 100 points par itération. Je suis en retard en fait là. Mais je suis en retard dans quel domaine là? Les 700 points de valeur, c'est quoi? C'est du matériel, du temporel ou du spatial? Du point de vue du product owner. Qui a dit spatial? Et oui. La business value, c'est l'occupation de l'espace. C'est ce que vous comprenez? Enfin, la dimension matérielle, c'est la capacité à faire. Okay, donc et la business value, c'est ce qu'on offre. C'est vraiment spatial. J'occupe le terrain. Prenez les features de l'App Store et vous voyez comment ils occupent le terrain. C'est tout à fait spatial, ça. Quant à la dimension temporelle, elle est simple ici. Elle est immuable. Le nombre de sprints est fixe. Et on sait parfaitement qu'on en est au 8e sur 10. Ça fait plaisir. Ok. Donc qu'est-ce que vous faites? Vous visez la stratégie Led Zeppelin? C'est-à-dire, waouh. Moi, j'ai pas d'Aznavour. On est en retard, mais on va quand même prendre des risques et essayer de tout mettre pour la release. Essayer de faire, on a dit combien? 300 points en 2 sprints, alors que notre vélocité est de 100 points par sprint. On continue, parce que ça, c'est une prise de risque. Finalement, j'ai arrêté bêtement la réflexion dans nos 5 étapes. Donc on a dit qu'on était à un moment clé, on a dit qu'on était en retard, parce que finalement, sur le plan spatial, on est en retard. Donc analyse conjoncturelle. Alors on est en retard, mais c'est pas un retard insurmontable. Ouais, mais dans mon analyse conjoncturelle, j'ai vu que j'avais potentiellement un... On l'a pas faite, l'analyse conjoncturelle. Oui, mais je l'ai fait. C'est à la salle de le faire. C'est ça l'intérêt de l'exercice. Challenge. Comme le tennis de table tout à l'heure, on est où là? Non, système de comptage ou de mort subite, c'est ça sa question. Est-ce qu'on est comme ça? C'est intuitif ou c'est raisonné? Pardon, Fabrice? On pourrait essayer ça comme ça? On essaye, comme ça nous permet de le faire? Tu peux, oui, non, mais c'est ce qu'il faut faire, oui. Tu peux faire shifter. Alors on fait shifter quoi? La dimension de ton choix. Il faut quand même qu'on se dise dans quel système conjoncturel on est. Alors, je vais donner un exemple qui n'est pas possible en Scrum. Tu me corriges si je dis une bêtise, Pablo. Si j'étais dans un bon vieux système à la papa, j'aurais envie de faire shifter ma dimension temporelle et de demander un sprint de plus. Non, là c'est une anti-pattern en agile, on se fixe des dates. Et là, j'aurais constaté qu'avec un sprint de plus, j'étais pas mal. Mais ça, c'est interdit, n'est-ce pas? Il n'y a rien d'interdit, mais c'est plutôt une anti-pattern, c'est quelque chose qu'on ne fait pas trop. On se fixe des dates et notre contrainte, c'est souvent la date en agile. Alors qu'est-ce qu'on va faire varier? C'est-à-dire matériel, vous voulez qu'on embauche des gens? Non, c'est pas trop une pattern très agile. Vous voulez embaucher à 2 sprints de la release? On sait très bien que faire grossir les équipes, ça va pas... Non, comment vous fonctionnez? Qui est product owner ici? Amanda, tu fonctionnes comment? Donc, qu'est-ce que tu fais? Oui. Non. Non, mais alors, qu'est-ce que fait un product owner? Alors, qu'est-ce que vous devriez faire? Vous consolidez. Vous travaillez sur votre système, vous travaillez sur vos features. Vous savez très bien qu'au début, vous pouvez tenter plein de choses, mais quand vous arrivez proche de la fin de la release, votre levier, le shift, il se fait sur les features.
tiens, finalement, je ne pourrais pas tout faire. Qu'est-ce que je fais? On est d'accord, Alexis? Bah oui. On essaye là. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait faire varier avec ce delta one shift? Donc, imaginons qu'on est... on se pose la question de savoir si on a un système de comptage ou de mort subite, là, en fait. C'est ça. Donc, imaginons qu'on soit l'itération d'avant. Donc, on a 700 points, et au lieu d'être à la 8e itération, on est à la 7e. Comment vous vous sentez? Serein. Bah, 7 pour 700, c'est la norme. C'est idéal. Donc on est là, donc on est serein, on n'est pas de mort subite, on est en système de comptage. On ne sait pas trop. Il faut faire varier les deux pour le savoir. Ok. Il faut faire varier les deux, dans les deux sens. Alors, de l'autre côté, on a 700 points et on est à la 9e itération sur 10, parce qu'on a une date de release. On se sent comment là? Si vous n'aviez qu'un sprint pour faire les 300 points restants avec une vélocité de 100, vous vous sentiriez très mal, ou ça va encore? On va bosser la nuit. Comment? Très mal. Donc là, effectivement, dans cet exercice-là, on se rend compte avec le shift qu'on est peut-être pile au milieu, qu'on est pile au point d'équilibre, ou un peu en retard. On est après. Il y a un des scénarios où on est très mal. C'est pas le moment de prendre des risques. Prendre des risques, qu'est-ce que ça veut dire prendre des risques? Ça veut pas dire que, même si je prends la bonne décision, ça veut pas dire que je vais réussir. Hein. Prendre des risques, c'est assumer l'incertitude. C'est juste que je dois consolider si j'ai un risque de mort subite, mais c'est pas parce que je consolide que ça va marcher. De même que si je suis en retard, là, le ping-pong à 6-1, c'est pas parce que je lâche mes coups que je vais gagner le match à tous les coups. Hein. Donc là, vous êtes product owner dans ce cas de figure, vous devriez consolider quoi? Vous devriez consolider votre dimension spatiale. Consolider le projet d'une manière générale. Hein. Et le seul levier que vous avez, c'est celle-là, effectivement. Donc si on applique ce type de raisonnement-là, vous devrez travailler sur le scope, en tout cas. Dans ce cadre-là, on travaille sur le scope du projet. Et il y a trop peu de product owners qui sont sensibilisés à ça. On voit des product owners qui sont très à l'aise pour lancer plein de trucs, mais qui ne savent pas quand s'arrêter, qui ne ressentent pas ce passage de système mixte, où tout d'un coup on est passé d'un système de comptage à un système de mort subite, et on doit consolider parce qu'on a une date butoir. Et à l'inverse, on a plein de product owners qui ne savent pas prendre de risques en système de comptage, qui ne savent pas attaquer, qui d'office se mettent en situation de je consolide, et qui malheureusement, c'est ça qui nous intéresse en Agile, c'est pouvoir aussi prendre des risques, ouvrir des choses pour avoir de l'innovation et de la performance. Donc souvent, pas toujours, il y a toujours cette phase de système de comptage, ce point d'équilibre, cette phase de mort subite. Donc la phase d'ouverture, d'innovation, d'attaque, de débauche, de tout ce qu'on veut, et une phase où on est dans un système de mort subite, où on consolide. Pas toujours. Des fois, on est confronté... Par exemple, des fois, on est confronté à... J'ai cet exemple en tête que j'ai vu récemment, où j'ai des équipes qui font des... J'ai pas d'équipe, j'ai vu des équipes qui font 5 itérations. C'est tout, un projet de 5 itérations. Donc là, on est direct en mort subite. Il n'y a pas forcément systématiquement des systèmes mixtes. Et là, on doit consolider immédiatement. Le moment clé, c'est le sprint planning numéro 2. C'est là que tu sais si ton truc est sur orbite ou pas, quoi. Ok. Ça vous parle ? Je vais essayer de reformuler. Il y a 15 ans. Il y a 15 ans, dans cette situation-là, en plus de demander des ressources et de la durée supplémentaire, les gens auraient compté en points additifs. Et on sait que c'est faux. Ils auraient dit, on en est à 70% d'avancement. Et on en est à combien dans le temps? Ou à 80? Ouais, bon, c'est à peu près pareil, on est pas mal. N'est-ce pas? Oui, oui. C'est ça qui aurait été présenté à la direction. Aujourd'hui, on dit non, l'évaluation de cette situation-là se fait sur le reste à faire. On doit booster notre vélocité de plus 50%. C'est pas possible, c'est beaucoup trop ambitieux. Le risque est trop grand. Et il ne faut pas prendre de risque dans cette situation-là. Il va falloir... Alors qu'est-ce que ça veut dire pas prendre de risque? C'est l'achat, les stratégies Led Zeppelin et Aznavour. Non, Led Zeppelin, c'est prise de risque. Aznavour. Bah oui, c'est Aznavour. Aznavour, mais Aznavour, c'est pas forcément simple. Hein. Aznavour, on a l'impression que c'était dansant. Mais pas prendre de risque, ça veut dire quoi? Ça veut dire sacrifier un pan de votre projet pour pouvoir tenir la release. Donc c'est pas simple, ça fait mal. Hein. D'accord?
Autre chose que je dis avant qu'on finisse pour le dernier point, c'est des fois vous allez appliquer la bonne stratégie. Vous allez prendre le risque où il faut, vous allez consolider où il faut. Ça va quand même foirer. Bah tant pis, vous avez pris la bonne stratégie. Après... Alors pour finir, demain vous êtes product owner, vous essayez de raisonner comme nous l'a proposé Alexis. Vous faites une analyse. Est-ce que je suis à un moment clé? Quelles sont mes trois évaluations de la position sur les 3 points, spatial, matériel, temporel? Ok. Alors ok, j'essaie de savoir si je suis en système de comptage ou de mort subite. D'accord, très bien. Et donc je vais attaquer. Ou je vais consolider. Demain, vous vous sentez prêt à attaquer? À tenter un nouveau truc technologique? Ou à consolider? À aller voir votre product manager et lui dire « Je suis désolé, sur ce projet, on ne pourra pas tout faire. Donc ça et ça, on ne le fera pas. » Ou votre client. Ça et ça. Pour réussir, on ne doit pas tout faire. La bonne stratégie pour réussir, c'est de ne pas tout faire. De consolider, de faire du Aznavour. Et c'est dur. Vous êtes prêt à le faire demain? Tout le monde est prêt à le faire? Je ne suis pas sûr en fait que tout le monde soit prêt à le faire. Je pense qu'on voit, il faut se dire la vérité, on voit des gens qui ont le tempérament de product owner. Il faut le tempérament, c'est là qu'il faut le tempérament, d'assumer sa décision. Donc là c'est un peu trop le combattant peut-être, mais il ne faut pas se leurrer. Tout le monde n'a pas nécessairement le tempérament de product owner. Tout le monde peut le devenir en travaillant, peut-être pas tout le monde pourrait essayer, il y en a qui peuvent réussir. Mais vous êtes tous à l'aise, comme les deux messieurs, là demain vous prenez les risques. Vous savez attaquer ou vous savez consolider facilement? Ils disent oui, hein, ils ont dit oui. Bon ben on a fini. Il reste un slide. Oui, alors les références. C'est pas un montage. Non, elle l'a vraiment lu, hein, elle l'a vraiment lu. C'est en ligne, donc vous pourrez aller voir les références tranquillement. Les livres dont a parlé Alexis, le truc de Blaise Pascal dont a parlé Alexis, ses articles et le remerciement au grand maître avec qui il a eu des dialogues. Si le sujet vous intéresse, il y a 150 pages, vous tapez Praxéo dans Google, c'est inratable. Est-ce que vous avez des questions? On se donne 2 minutes. Après, il y a un punch. Non, un pot. Merde! L'alcool n'est pas autorisé. Ah, fail. Un pot comme ça. Un pot Coca-Cola, jus d'orange, non? Vas-y. Alors, il y a quoi? Dis-moi. D'accord. Pas de questions, on arrête là? C'est tard? Ok, merci à tous.